Ils avaient invité son ex-femme noire au mariage pour une seule et unique raison, prouver qu'elle n'avait jamais eu sa place dans leur monde. La famille Wellington était persuadée qu'Ellie arriverait brisée seule et accablée par la honte de son passé. Ils avaient préparé l'humiliation parfaite, une place au fond près de la sortie sous les regards de pitié et les chuchotements de jugement. Mais lorsque les portes de la cérémonie s'ouvrirent, Ellie n'entra pas seule. 2 enfants de 4 ans se tenaient à ses côtés, des jumeaux aux yeux si semblables à ceux de leur père. Et en cet instant précis, le mariage parfait commença à s'effondrer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun article comme celui-ci. 5 ans avant ce mariage, Ellie Johnson croyait en l'amour comme seuls les jeunes et les optimistes peuvent le faire. Elle avait rencontré Frank Wellington en 3e année à l'université Columbia, dans un amphithéâtre bondé où il était assis 2 rangs derrière elle. Il était charmant, attentionné et à 1000 lieues de l'héritier privilégié qu'elle découvrirait plus tard. Pendant 2 ans, ils avaient bâti une relation qu'elle croyait indestructible, des conversations nocturnes sur leurs rêves, des baisers volés entre les cours et des promesses murmurées dans l'obscurité. Lorsque Frank la demanda en mariage, Ellie accepta sans hésiter. Elle savait que sa famille était riche. Elle savait qu'il possédait la moitié de l'immobilier commercial de Manhattan. Mais elle croyait aussi que l'amour pouvait combler tous les fossés, que le regard que Frank posait sur elle valait plus qu'un nom de famille ou un compte en banque. Elle se trompait. La première fois qu'Ellie entra dans la propriété des Wellington dans le Connecticut, Eleanor Wellington la regarda comme on examine un insecte égaré dans une cuisine immaculée. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux, et sa poignée de main fut brève, presque hésitante, comme si elle craignait une contamination. Richard Wellington, le père de Frank, ignora presque complètement Ellie. Il parlait à son fils comme si elle n'était pas là en train de discuter affaires et obligations familiales, tandis qu'Ellie, plantée dans le hall de marbre, se sentait de plus en plus insignifiante. Mais Ellie se disait que ça irait mieux. Elle se disait qu'ils avaient juste besoin de temps pour la connaître, pour voir à quel point elle aimait leur fils. Le mariage fut intime et discret, non par choix d'Ellie, mais sur l'insistance d'Eleanor. Une grande fête serait déplacée, expliqua-t-elle, la famille de la mariée ne pouvant contribuer équitablement. Le message était clair. Ce mariage était une honte à dissimuler, non une union à célébrer. Pendant 2 ans, Ellie fit tout son possible. Elle apprit quelle fourchette utiliser lors des dîners officiels. Elle étudia les noms des amis mondains d'Eleanor et mémorisa les réussites de leurs enfants. Elle se mordait la langue quand Eleanor faisait des remarques sur ses cheveux, ses vêtements, sa façon de parler. Elle souriait lors des réunions de famille où elle était assise au bout de la table séparée de Frank par des cousins et des tantes qui la dévisageaient comme si elle était de verre. Le pire n'était pas la cruauté manifeste, mais l'érosion insidieuse, les rappels quotidiens qu'elle n'avait pas sa place. Et les Lanard évoquaient d'autres femmes, des filles d'associés des débutantes issues de familles fortunées, et se demandaient à voix haute pourquoi Frank n'avait pas choisi une femme plus convenable. Un jour, lors d'un dîner de Noël, où il avait un peu trop abusé du whisky, Richard dit à Ellie sans détour qu'elle pouvait rester dans la famille, mais qu'elle n'en ferait jamais vraiment partie. Et pendant tout ce temps, Frank ne disait rien. Il lui prenait parfois la main sous la table, la serrait doucement, comme pour lui dire qu'il comprenait, mais il ne disait jamais rien. Il ne la défendait jamais. Quand Ellie le suppliait de fixer des limites à sa mère, il l'embrassait sur le front et lui promettait que les choses s'arrangeraient, que ses parents avaient juste besoin de temps. Le temps, Ellie l'apprit vite, n'était pas leur allié. Le point de rupture survint par une froide soirée de février, 2 ans après leur mariage. Ellie venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle ne l'avait pas encore dit à Frank. Elle attendait le moment idéal pour voir la joie sur son visage lorsqu'il apprendrait qu'ils allaient être parents. Mais avant qu'elle puisse partager la nouvelle, Eleanor convoqua Frank dans le bureau familial. Ellie n'était pas invitée, mais elle entendait leur voix à travers la lourde porte en chêne. L'ultimatum d'Eleanor fut délivré avec la précision d'un scalpel. Frank devait faire un choix. Il pouvait rester marié à Ellie et être déshérité, déchu de son poste dans l'entreprise et exclu du testament. Ou bien, il pouvait mettre fin à ce chapitre malheureux et retrouver la vie pour laquelle il était né. Ellie pressa sa main contre son ventre encore plat,
et attendit que son mari se batte pour elle. Au lieu de cela, elle entendit Frank demander du temps. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de trouver comment annoncer la nouvelle à Ellie. En douceur. Cette nuit-là, Ellie fit sa valise pendant que Frank dormait. Elle laissa son alliance sur sa table de chevet, accompagnée d'un mot de 3 mots seulement. « J'ai tout entendu ». Elle ne lui parla pas de sa grossesse. Elle ne le pouvait pas, car à cet instant précis, en écoutant à travers la porte, Ellie avait entrevu son avenir avec une terrible lucidité. Si les Wellington apprenaient l'existence de cet enfant de ses enfants comme elle le découvrirait plus tard, ils ne lâcheraient jamais prise. Ils avaient l'argent et les avocats pour tout lui prendre. Ils se battraient pour la garde non par amour, mais par soif de pouvoir, et ils élèveraient ces enfants en leur faisant croire que leur mère était une erreur, une tache sur l'héritage familial qu'il fallait effacer. Alors Ellie a disparu. Elle a déménagé à Atlanta, où une amie de fac l'a aidée à trouver un petit appartement. Enceinte, elle cumulait 2 emplois, économisait le moindre sou et a donné naissance à des jumeaux, un garçon prénommé Isaiah et une fille prénommée Zoé, dans un hôpital où personne ne connaissait son nom. Elle a reconstruit sa vie à partir de rien, a obtenu son MBA grâce à des cours du soir et a fini par créer son propre cabinet de conseil en marketing. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des nuits où elle s'est endormie en pleurant, se demandant si elle avait fait le bon choix. Il y avait des moments où Isaiah penchait la tête d'une certaine façon, ou où Zoé riait d'un rire particulier, et Ellie revoyait Frank si clairement qu'elle en avait le souffle coupé. Mais elle n'a jamais regretté d'être partie. Elle regrettait seulement que ce départ ait été nécessaire. Pendant 5 ans, Ellie a gardé son secret. Elle disait à ses enfants que leur père vivait loin, que parfois les familles sont différentes, et que le plus important était qu'ils soient ensemble. Elle a érigé des murs autour de son cœur si haut que personne ne pouvait les franchir. Puis, l'invitation arriva. Elle se trouvait dans une enveloppe couleur crème épaisse et recouverte d'un papier précieux adressé à Madame Ellie Johnson d'une calligraphie élégante. À l'intérieur, une invitation au mariage de Frank Andrew Wellington et Victoria Elizabeth Hartley qui devait avoir lieu au domaine Wellington le 15 juin. Mais c'est le mot manuscrit glissé à l'intérieur qui fit trembler les mains d'Ellie. L'écriture d'Eleanor était immédiatement reconnaissable, la même écriture précise qui avait signé les chèques pour les traiteurs et les adhésions au club de golf. Le message était bref et dévastateur dans sa fausse douceur. Nous espérons que vous serez présente. Cela signifierait tellement pour Frank de pouvoir tourner la page et montrer à tous combien nous avons tous gracieusement tourné la page. Après tout, certains chapitres se terminent mieux en présence de témoins. Ellie lut ces mots 3 fois avant d'en saisir pleinement le sens. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation à sa propre humiliation. Et Lelaney voulait sa présence comme preuve que Frank avait amélioré sa vie, que la malheureuse erreur de son premier mariage avait été corrigée. Ellie serait l'exemple à ne pas suivre l'image d'avant dans leur après parfait. Son premier réflexe fut de jeter l'invitation. Elle avait passé 5 ans à se construire une vie loin des Wellington. Pourquoi retournerait-elle volontairement dans leur monde? Mais ce soir-là, après avoir couché les jumeaux, Ellie s'assit dans son salon et les regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Isaiah avait la mâchoire carrée de Frank, son air sérieux, lorsqu'il se concentrait sur un puzzle. Zoé avait ses yeux gris-vert si particuliers qu'on ne pouvait confondre avec ceux de personne d'autre. Ils avaient maintenant 4 ans et posaient chaque jour davantage de questions. « D'où je viens, maman ? Pourquoi n'avons-nous pas de papa comme les autres enfants? Est-ce que je lui ressemble ?» Ellie avait toujours prévu de leur dire la vérité un jour. Elle pensait simplement avoir plus de temps pour trouver comment. Mais l'invitation d'Eleanor changea tout. Car si Ellie gardait le silence, si elle continuait à se cacher à Atlanta pendant que Frank épousait une autre femme, elle laisserait les Wellington contrôler le récit pour toujours. Ils raconteraient leur version de l'histoire. L'ex-femme, vénale, qui s'est enfuie. La balle que Frank a esquivée de justesse. La famille qui a protégé les siens d'un mariage indigne. Et un jour, quand Isaiah et Zoé seraient en âge de chercher des réponses, c'est cette histoire qu'ils découvriraient. Ellie ne pouvait pas laisser cela arriver. Alors elle prit une décision qui la terrifiait. Elle irait au mariage mais pas seule et elle ne se laisserait pas faire. Elle emmènerait ses enfants, les enfants de Frank, et elle ferait éclater la vérité au grand jour. Il ne s'agissait pas de vengeance. Ellie avait depuis longtemps apaisé sa colère envers Frank. Il était faible, pas mauvais, et elle avait accepté ses faiblesses.
Il s'agissait de quelque chose de plus important. Il s'agissait de refuser d'être effacé. Il s'agissait de montrer à ses enfants que leur mère n'avait jamais eu à rougir, qu'elle était partie la tête haute et la dignité intacte. Les Wellington avaient passé 5 ans à croire qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'Ellie était quelque part en proie à la souffrance brisée, preuve de la justesse de leur jugement. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Ellie avait passé 2 semaines à se préparer. Elle avait rassemblé tous les documents nécessaires, actes de naissance, dossiers médicaux, tout ce dont elle pourrait avoir besoin si la situation s'envenimait. Elle avait acheté des vêtements neufs pour les enfants simples mais élégants. Elle avait choisi sa propre tenue avec soin, une robe bordeaux profond qui lui allait à merveille, sophistiquée, sans en faire trop. Elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de l'avoir trop apprêtée et en quête désespérée d'approbation. La veille du départ pour le Connecticut, Ellie était assise au bord du lit d'Isaiah et regardait ses jumeaux dormir. Ils semblaient si paisibles, si inconscients de la tempête qui les attendait. Un instant, le doute l'envahit. Était-elle égoïste? Utilisait-elle ses enfants comme des armes dans une bataille qu'ils n'avaient jamais demandée? Mais elle se souvint alors du mot d'Eleanor. Elle se souvint des années d'humiliation, du message constant qu'elle était inférieure, qu'elle ne méritait pas d'exister dans leur monde. Non, elle n'utilisait pas ses enfants. Elle les revendiquait. Elle se levait et proclamait haut et fort que ces enfants magnifiques et brillants étaient les siens, qu'ils existaient bel et bien, et que toute la fortune de Wellington ne pourrait effacer cette vérité. Le lendemain, Ellie entrerait dans la salle de mariage et plus rien ne serait jamais comme avant. Le domaine de Wellington était exactement comme Ellie s'en souvenait, imposant, impeccable, conçu pour intimider les étrangers. L'immense demeure géorgienne trônait au cœur de 5 hectares de jardins soignés, ses colonnes blanches, luisant sous le soleil de juin, telles les dents d'un prédateur. Des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire et des voituriers en uniforme se déplaçaient avec une efficacité rodée, guidant les invités vers la tente de cérémonie dressée sur la pelouse sud. Ellie arriva dans une voiture de location volontairement discrète. Elle avait laissé les jumeaux la porte communicante de sa chambre d'hôtel ouverte sous la surveillance de son assistante de confiance qui avait fait le voyage avec eux. Le plan était simple. Ellie entrerait d'abord seule au mariage, évaluerait la situation, puis amènerait les enfants au moment opportun. Elle avait besoin d'observer le terrain avant d'engager ses plus précieux soldats. Dès qu'elle sortit de la voiture, Ellie ressentit le poids d'une centaine de marches. Elle reconnut certains visages de son mariage, des femmes de la haute société qui avaient chuchoté entre leurs mains lors de galas de charité, des associés qui l'avaient ignorée lors de dîners mondains. Ils la regardaient maintenant avec une curiosité non dissimulée, surpris de la voir enfin présente. Une jeune femme en uniforme noir s'approcha, un sourire convenu aux lèvres, vérifiant les noms sur sa tablette. Quand Ellie déclina son identité, une lueur traversa le visage de la femme. De la reconnaissance peut-être, ou de la pitié. Elle la conduisit au fond de la tente à une table près de l'entrée de service où le cliquetis des ustensiles de cuisine lui rappelait sans cesse sa place. Ellie traversa la foule, la tête haute, sa robe bordeaux scintillant sous la lumière. Elle avait fait le bon choix, suffisamment élégante pour être à sa place, suffisamment discrète pour ne pas paraître désespérée. Mais elle sentait chaque regard en coin, chaque commentaire chuchoté qui la suivait. À peine assise, Eleanor Wellington apparut à ses côtés, se déplaçant avec la grâce silencieuse d'une femme qui avait passé sa vie à diriger. Eleanor portait une robe bleu pâle de circonstance pour la mère du marié. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés et brillants. Son sourire était si chaleureux qu'il aurait pu tromper quiconque ne la connaissait pas. La voix d'Eleanor portait juste assez pour que les invités alentour l'entendent. Elle exprima sa joie de la présence d'Ellie. Quelle maturité et quelle grâce de sa part, Frank serait si heureux de voir que chacun avait tourné la page. Ces mots furent du miel versé sur du poison doux et mortel. Ellie soutint le regard d'Eleanor sans ciller. Elle la remercia pour l'invitation, fit remarquer la beauté du domaine et n'ajouta rien. Son calme sembla déstabiliser Eleanor, qui s'attendait manifestement à des larmes de la colère, ou à une manifestation de la faiblesse qu'elle pourrait plus tard confier à ses amis. Après un moment de silence gênant, Eleanor s'éclipsa pour accueillir des invités plus importants, laissant Ellie seule à sa table d'exil.
La cérémonie devait commencer dans 30 minutes. Ellie profita de ce temps pour observer ce souvenir se préparer à ce qui allait suivre. Elle regarda Richard Wellington trôner près de la fontaine de champagne, ses cheveux argentés et son allure imposante attirant un flot incessant d'admirateurs. Elle observa les demoiselles d'honneur vêtues de robes lavande assorties, s'ajustant les cheveux les unes les autres et riant nerveusement impatientes du mariage. Puis elle aperçut Victoria. La mariée se tenait près de l'entrée de la maison principale, entourée de demoiselles d'honneur, ajustant une dernière fois son voile. Victoria Hartley était belle d'une beauté classique que les Wellington auraient sans doute approuvée. Grande mince avec des cheveux blonds miel et des traits délicats témoignant de générations de sélection rigoureuse. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie ayant probablement coûté plus cher que le chiffre d'affaires d'Ellie lors de sa première année d'activité. Mais quelque chose dans l'expression de Victoria attira l'attention d'Ellie. Derrière le sourire forcé, derrière l'éclat de la mariée, se cachait une incertitude, peut-être même une peur. Ellie reconnut ce regard. Elle l'avait porté elle-même autrefois, comme si elle sentait son regard. Victoria se retourna et leurs yeux se croisèrent à travers la pelouse bondée. Un instant, aucune des deux femmes ne bougea. Puis, à la surprise d'Ellie, Victoria dit quelque chose à ses demoiselles d'honneur et se dirigea vers le fond de la tente. La mariée s'approcha de la table d'Ellie, à pas prudent, sa robe imposante bruissant sur l'herbe. De près, Victoria paraissait plus jeune qu'Ellie ne l'avait imaginé, peut-être 28 ou 29 ans, et une nervosité palpable émanait de chacun de ses pores. Victoria se présenta discrètement comme si Ellie ne la connaissait pas. Elle mentionna qu'elle savait qu'Ellie était l'ex-femme de Frank, qu'Eleanor la lui avait montré plus tôt. Sa voix n'était empreinte d'aucune malice, seulement de curiosité et d'une sorte de besoin désespéré de renouer le contact. Ellie répondit avec précaution, la félicitant pour le mariage et complimentant la beauté des préparatifs. Mais Victoria insista. Elle admit qu'elle avait voulu rencontrer Ellie pour comprendre ce qui s'était passé. Frank n'avait jamais parlé de son premier mariage et Eleanor le considérait comme une erreur de jeunesse qu'il valait mieux oublier. Victoria voulait connaître la vérité, ou du moins la version d'Ellie. La question planait entre elles, lourde de sous-entendus. Ellie choisit ses mots avec précision. Elle demanda à Victoria si elle connaissait vraiment Frank, ou seulement la version que sa famille avait construite. Elle suggéra que certaines vérités étaient mieux découvertes avant l'échange des vœux qu'après. Le visage de Victoria pâlit légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une demoiselle d'honneur apparut à son côté, insistant sur le fait que la cérémonie allait commencer, qu'elle devait prendre sa place. La mariée jeta un dernier regard incertain à Ellie avant d'être emportée vers son avenir. 15 minutes plus tard, le quatuor à cordes entama le canon de Pachelbel et les 300 invités se levèrent. Ellie resta assise à sa table au fond de la salle observant le cortège nuptial descendre l'allée de soie blanche. Le garçon d'honneur ouvrit la marche suivi des demoiselles d'honneur, puis d'une petite fille d'honneur, semant des pétales de rose avec une précision étudiée. Frank apparut à l'autel, et Ellie sentit son souffle se couper malgré elle. 5 ans l'avaient transformé. Ses épaules étaient plus larges, sa mâchoire plus dessinée, et quelques cheveux grisonnaient de ses tempes. Il avait l'air d'un homme accompli, sûr de lui, incarnant à la perfection l'esprit de Wellington. Mais Ellie remarqua que son regard se portait sans cesse sur les invités, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis Victoria sortit de la maison au bras de son père, et tous les regards se tournèrent vers la mariée. Elle était radieuse, bien sûr. Elle sourit à Frank avec une affection qui semblait sincère. Le pasteur commença son discours de bienvenue, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Ellie s'éclipsa de sa table. Elle retourna à sa voiture de location, parcourut les quelques centaines de mètres qui la séparaient de l'endroit où son assistante attendait avec les jumeaux et les prépara à ce qui allait se passer. Isaiah et Zoé étaient adorables dans leurs tenues assorties. Isaiah portait un petit blazer bleu marine. Zoé une robe couleur crème avec une ceinture bordeaux assortie à la robe d'Ellie. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à cette grande fête, mais ils faisaient confiance à leur mère, et cela suffisait. Le chemin du retour vers la cérémonie parut interminable à Ellie. Elle tenait chaque enfant par la main, leurs petits doigts chauds contre ses paumes. La musique provenant de la tente s'intensifiait à mesure qu'ils approchaient, et elle entendit le pasteur demander si quelqu'un connaissait une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par les liens sacrés du mariage.
Élie poussa le rabat de la tente et entra. La réaction fut instantanée. 300 têtes se tournèrent d'un seul mouvement, attirées par le bruit à l'arrière de la tente. Des murmures s'élevèrent comme des coups de feu épars. Qui était-ce? Pourquoi y avait-il des enfants? Que se passait-il? Élie descendit l'allée centrale, Isaïa à sa gauche, Zoé à sa droite. Elle gardait un pas mesuré, le visage impassible. Elle ne fuyait plus, elle ne se cachait plus. Elle avançait simplement vers sa vérité. Éléanor fut la première à réagir, se levant de son siège, au premier rang, le visage déformé par la fureur. Elle exigea des explications, demanda qui avait autorisé cette femme à amener des enfants à la cérémonie, qualifiant cela d'outrage et de perturbation. Mais la voix d'Éléanor s'éteignit lorsque Frank se tourna vers l'interruption. Son regard se posa d'abord sur Élie, un mélange de reconnaissance et de confusion se lisant sur ses traits. Puis son regard se posa sur les enfants, et Élie vit le visage de Frank se décomposer. Isaïa leva les yeux vers l'homme devant lui, curieux et sans crainte. Zoé inclina la tête de cette façon si particulière, héritée de son père, et quiconque la regardait, absolument tous, pouvait lire la vérité inscrite dans ses os, son sang et ses gènes. Le bouquet de Victoria lui glissa des mains et atterrit silencieusement sur le chemin de soie. Élie s'arrêta au milieu de l'allée. Elle n'avait pas besoin d'aller plus loin. Inutile de crier, d'accuser ou d'exiger quoi que ce soit. La preuve était là à ses côtés, tenant ses mains, clignant des yeux gris-vert si particuliers de leur père fixant la foule. Quand Élie prit enfin la parole, sa voix était ferme et claire. Elle dit à Frank qu'il méritait de savoir. Elle dit que ses enfants méritaient de savoir qui était leur père. Elle expliqua qu'elle s'était tue pendant 5 ans pour les protéger d'une famille qui aurait utilisé la justice pour l'effacer de leur vie. Mais elle refusait qu'ils grandissent en croyant que leur mère avait quoi que ce soit à se reprocher. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea, personne ne respira. Frank fit un pas en avant, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Finalement, il parvint à demander pourquoi elle ne lui avait rien dit, la voix brisée par l'émotion. La réponse d'Élie fut calme mais dévastatrice. Elle lui demanda ce qu'il aurait fait différemment. Elle lui rappela qu'il n'avait même pas pu la défendre face à sa propre mère. Elle fit remarquer qu'il avait choisi son héritage plutôt que leur mariage sans hésiter. Elle lui demanda pourquoi elle aurait dû lui confier quelque chose de bien plus précieux qu'elle-même. Frank n'avait pas de réponse. Il n'y en avait pas à donner. Victoria brisa la première le silence. Les larmes ruisselant sur ses joues, elle se tourna vers Frank et lui demanda si c'était vrai. La question englobait tous les enfants, le passé, les mensonges qu'il avait proférés par omission. Frank ne pouvait la regarder dans les yeux. Son silence valait aveu. Victoria retira la bague de fiançailles de son doigt, la glissa dans la paume de Frank et sortit de la tente sans se retourner. Plusieurs demoiselles d'honneur la suivirent à la hâte, leurs robes lavandes disparaissant à la sortie comme des vagues qui se retirent. Éléanor perdit son sang-froid. La fureur déformant son visage, elle s'avança vers Élie, l'accusant d'avoir orchestré tout cela, de fomenter une vengeance, d'utiliser des enfants innocents pour détruire sa famille. Elle la menaça de poursuites judiciaires, promit de la faire arrêter pour intrusion et jura qu'elle regretterait ce jour toute sa vie. Mais Élie tint bon. Elle rappela à Éléanor que ses enfants étaient des Wellington de sang, qu'elle le veuille ou non. Elle déclara que la justice serait très intéressée d'apprendre comment Éléanor avait menacé et harcelé la mère de ses petits-enfants. Elle suggéra à Éléanor de consulter ses avocats avant de faire d'autres promesses qu'elle ne pourrait tenir. Richard Wellington intervint finalement, posant une main sur le bras de sa femme et la tirant en arrière. Son visage était impassible, mais Élie perçut quelque chose dans son regard. Non pas de la colère, mais du calcul. Il réfléchissait déjà à la manière de limiter les dégâts, de présenter ce désastre sous un jour nouveau. Les invités commencèrent à se disperser par petits groupes, leurs voix s'élevant dans une excitation palpable. Les téléphones sortirent des poches et des sacs, et Élie sut que dans l'heure qui suivit, cette histoire ferait le tour des réseaux sociaux et des pages mondaines. Dans le chaos, Frank s'approcha d'Élie d'un pas hésitant. Il s'agenouilla pour regarder Isaïa et Zoé, les mains tremblantes, et tendit la main vers eux sans les toucher. Il leur demanda leur nom d'une voix à peine audible. Élie les lui répondit « Isaïa, Zoé, 4 ans ». Les larmes ruisselèrent sur les joues de Frank, submergé par le poids de 5 années perdues. Il demanda s'il pouvait les prendre dans ses bras si cela ne le dérangeait pas. Élie regarda ses enfants, leur visage curieux et insouciant. Elle dit à Frank que ce n'était ni à lui ni à elle de décider.
Elle ajouta que si les enfants voulaient le saluer, ils le pouvaient. Isaiah, toujours aussi sérieux, observa cet étranger en pleurs avec une profonde considération. Puis, il tendit sa petite main, comme Élie le lui avait appris, pour saluer les nouvelles personnes. Frank la prit comme si elle était de verre, un sanglot lui échappant. Mais ce n'était pas une réconciliation, ce n'était pas le pardon. C'était simplement la première reconnaissance d'une vérité qu'on ne pouvait plus nier. La guerre était loin d'être terminée. Alors même que Frank s'agenouillait devant ses enfants, Eleanor regagnait déjà la maison téléphone à la main, appelant sans doute les avocats de la famille. La machine Wellington se préparait à se mobiliser et Ellie savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Elle avait gagné cette manche, révélé la vérité et refusait d'être effacée. Mais Eleanor n'accepterait pas la défaite sans réagir. Le combat pour ses enfants allait prendre une tournure bien plus grave qu'un simple mariage gâché bien au-delà des ragots mondains pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Ellie rassembla Isaiah et Zoé, remercia Frank sans raison particulière et sortit de la tente sous le soleil éclatant de juin. Derrière elle, le mariage parfait n'était plus que ruine. Devant elle, le tribunal l'attendait. La riposte des Wellington fut plus rapide qu'Ellie ne l'avait imaginé. Moins de 72 heures après le mariage gâché, elle reçut une épaisse enveloppe d'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Manhattan. Les documents à l'intérieur l'accusaient de fraude, d'infliction intentionnelle, de détresse émotionnelle et d'aliénation parentale. Eleanor ne se contentait pas de demander un droit de visite pour les petits-enfants qu'elle n'avait jamais reconnus. Elle réclamait la garde exclusive, affirmant qu'Ellie était une mère indigne qui avait délibérément caché les enfants pour extorquer la famille Wellington. Les médias se jetèrent sur Fresh Carreron comme des vautours. Les gros titres hurlaient au scandale du mariage, aux enfants cachés à la confrontation dramatique qui avait mis fin à un mariage mondain avant même qu'il ne commence. Certains médias dépeignaient Ellie comme une femme bafouée en quête de vengeance. D'autres la présentaient comme une profiteuse qui avait dissimulé sa grossesse pour obtenir un avantage futur. Rares étaient ceux qui prenaient de la peine de lui demander sa version des faits. Les enfants d'Ellie commencèrent à ressentir la pression. Un jour, Isaiah rentra de l'école maternelle en demandant pourquoi les autres enfants disaient des méchancetés sur leur maman. Zoé faisait des cauchemars où des inconnus tentèrent de l'enlever. Chaque nuit, Ellie la serrait contre elle, lui promettant que tout irait bien, même si Zoé se demandait si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Son avocate Patricia Hayes, spécialiste des droits civiques, qui avait accepté de la défendre bénévolement après avoir vu les reportages, l'avait prévenue que les Wellington n'hésiteraient pas à employer des méthodes déloyales. Ils disposaient de ressources illimitées et de relations établies depuis des décennies dans le système judiciaire. Pour gagner contre eux, il faudrait bien plus que la vérité. Il faudrait exposer les schémas de manipulation et de préjugés qui avaient caractérisé le comportement d'Eleanor pendant des années. L'audience concernant la garde des enfants était prévue 6 semaines après le mariage. Pendant ce temps, Ellie rassembla toutes les preuves qu'elle put trouver de vieux courriels des SMS, le compte rendu du dîner où Richard lui avait dit qu'elle n'aurait jamais sa place. Un journal intime qu'elle avait tenu pendant son mariage, consignant chaque humiliation dans les moindres détails. À l'époque, elle ne savait pas pourquoi elle conservait ces documents. Maintenant, elle comprenait. Une partie d'elle avait toujours su que ce jour arriverait. La veille de l'audience, Ellie était seule dans son appartement d'Atlanta, les jumeaux endormis. La peur lui pesait sur la poitrine. Elle avait bâti toute sa vie autour de la protection d'Isaiah et de Zoé. Et maintenant, cette protection risquait d'être anéantie par un juge qui avait probablement joué au golf avec Richard Wellington. Son téléphone vibra un message inattendu. C'était de Victoria Hartley, la femme qui aurait dû épouser Frank. Victoria était restée silencieuse depuis qu'elle avait quitté la cérémonie. Mais maintenant, elle prenait contact avec des mots qui surprirent Ellie. Victoria écrivait qu'elle voulait l'aider. Elle expliquait qu'au cours des semaines qui avaient suivi l'annulation du mariage, elle avait appris des choses horrifiantes sur la famille Wellington. Eleanor avait révélé son vrai visage une fois le masque public tombé cruel, autoritaire et totalement dépourvu de remords. Victoria possédait des enregistrements de conversations où Eleanor élaborait des stratégies pour enlever les enfants à Ellie, non par amour pour ses petits-enfants, mais pour la punir d'avoir humilié la famille. Elle diffusa des enregistrements où Eleanor traitait Ellie de femme sans valeur qui ne méritait pas de vivre à Wellington et déclarait que ses enfants devaient être élevés correctement loin de son influence. Victoria proposa de témoigner. Elle dit que c'était le moins qu'elle puisse faire. Ellie fixa longuement ce message avant de taper une simple réponse.
Elle remercia Victoria sincèrement et sans réserve. Parfois, les alliés surgissent des endroits les plus inattendus. Le palais de justice aux affaires familiales de Manhattan était intimidant, et ce intentionnellement. Sols de marbre et salles résonnantes étaient conçus pour rappeler aux visiteurs le poids de la loi. Ellie arriva tôt avec Patricia. Toutes deux portèrent des tailleurs classiques, leurs dossiers organisés avec une précision militaire. L'équipe juridique des Wellington occupait la table d'en face, telle une armée d'invasion. 4 avocats en costumes sombres identiques, plus Eleanor et Richard assis raides, affichant un mépris à peine dissimulé. Frank était là aussi assis légèrement à l'écart de ses parents. Il paraissait épuisé, des cernes sous les yeux témoignant de nuits blanches. Quand Ellie entra, leurs regards se croisèrent brièvement. Elle perçut dans son expression peut-être du regret, ou simplement la conscience amère de son échec. La juge était une femme sévère d'une 60aine d'années. Margaret Collins, connue pour son intransigeance et son impatience face aux familles fortunées qui tentaient de manipuler son tribunal. Ellie ressentit une lueur d'espoir en voyant qui présiderait l'audience. Les avocats d'Eleanor présentèrent leur dossier en premier. Ils ont dressé le portrait d'Ellie comme d'une opportuniste calculatrice qui avait délibérément dissimulé sa grossesse pour quitter le mariage en conservant un maximum de pouvoir. Ils ont soutenu qu'elle avait privé ses enfants de leur droit d'aînesse, de leur héritage, de leur famille. Ils ont présenté des documents financiers suggérant qu'Ellie ne pouvait pas offrir les mêmes avantages que les Wellington. Ils ont mis en doute son jugement, sa stabilité, ses aptitudes à être mère. Durant tout ce temps, Ellie est restée parfaitement immobile, les mains jointes sur les genoux, refusant de leur donner la réaction qu'ils attendaient. Puis ce fut au tour de Patricia. Les preuves se sont déroulées méthodiquement. Des courriels d'Eleanor à Frank pendant le mariage, le pressant de rompre avec Ellie, des SMS contenant des micro-agressions racistes, chacune anodine, prise individuellement mais dévastatrice par accumulation. Des extraits de journal intime documentant des années de violences psychologiques, des dossiers médicaux montrant qu'Ellie avait suivi une thérapie pour anxiété et dépression pendant son mariage, des troubles qui avaient mystérieusement disparu après son départ. Mais le tournant est survenu lorsque Victoria Hartley a témoigné. L'ancienne quasi-mariée entra dans la salle d'audience avec une dignité tranquille, évitant le regard furieux d'Eleanor. Sous serment, Victoria décrivit ce dont elle avait été témoin dans les semaines qui suivirent l'annulation du mariage. Elle relata des conversations où Eleanor avait évoqué des stratégies pour enlever les enfants à Ellie, non par amour pour ses petits-enfants, mais pour punir Ellie d'avoir humilié la famille. Elle diffusa des enregistrements où Eleanor traitait Ellie de femme sans valeur, qui ne méritait pas de vivre à Wellington, déclarant que ses enfants devaient être élevés correctement loin de son influence. L'avocate d'Eleanor protesta à plusieurs reprises, mais les enregistrements furent authentifiés et admis comme preuve. Le visage de la juge se fit de plus en plus grave à mesure qu'elle écoutait. Frank demanda alors la parole. Sa requête prit tout le monde au dépourvu, y compris son équipe juridique. Eleanor lui intima l'ordre de s'asseoir, mais Frank se leva malgré tout et s'avança vers le banc des témoins d'un pas hésitant comme un homme marchant vers son exécution. Sous serment, Frank témoigna contre sa propre famille. Il confirma chaque détail du journal d'Ellie. Il admit que sa mère lui avait lancé un ultimatum: divorcer d'Ellie ou tout perdre, et qu'il avait été trop lâche pour se défendre. Il reconnut avoir soupçonné Ellie d'être enceinte lorsqu'elle était partie, que certaines de ses paroles prenaient tout leur sens avec le recul, mais qu'il avait eu trop peur de chercher la vérité. Sa voix se brisa lorsqu'il admit qu'Ellie avait eu raison de ne rien lui dire. Il déclara qu'il n'aurait pas pu protéger les enfants de sa mère. Il confessa qu'il n'aurait pas eu la force. Il reconnut qu'il était arrivé 5 ans trop tard pour être l'homme qu'Ellie méritait. Un silence de mort régnait dans la salle d'audience lorsqu'il eut terminé. Eleanor regarda son fils comme un étranger, le visage blême de rage et de trahison. Richard fixait le vide, l'expression indéchiffrable, les mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. La juge Collins suspendit brièvement l'audience avant de rendre son verdict. À la reprise de l'audience, elle s'exprima avec une précision mesurée. Elle avait examiné toutes les preuves et tous les témoignages. Elle conclut que la demande de garde formulée par la famille Wellington était sans fondement et motivée par la vengeance plutôt que par une réelle préoccupation pour le bien-être des enfants. Elle souligna qu'Ellie avait toujours veillé aux besoins physiques et affectifs de ses enfants, tandis que les Wellington avaient fait preuve d'un mépris constant pour la décence humaine élémentaire. La juge accorda la garde exclusive à Ellie, le droit de visite de Frank devant être déterminé d'un commun accord entre les parents
et non par les avocats de la famille Wellington. Elle adressa un avertissement sévère: tout harcèlement supplémentaire à l'encontre d'Ellie ou de ses enfants entraînerait de lourdes conséquences juridiques. Eleanor se leva, son sang-froid s'effondrant. Elle exigea de savoir comment le juge pouvait prendre parti pour cette femme, déclarant que les Wellington avaient bâti la moitié de la ville et qu'ils ne se laisseraient pas discréditer par un juge activiste aux intentions cachées. La réponse du juge Collins fut glaciale. Elle déclara à Eleanor que dans son tribunal seul, le bien-être des enfants comptait. Elle affirma que la richesse et l'influence n'avaient aucune importance entre ces murs. Elle conseilla à Eleanor de partir avant d'être condamnée pour outrage au tribunal. Richard intervint finalement, prenant le bras de sa femme et la guidant vers la sortie. Eleanor s'en alla, non sans avoir jeté un dernier regard venimeux à Ellie. Une promesse que ce n'était pas fini, que la guerre continuerait par d'autres moyens. Mais Ellie savait la vérité. La guerre était finie. Eleanor avait tiré le meilleur parti de ses coups et avait échoué. La vérité était désormais publique. L'image soigneusement construite de la famille était brisée à jamais. Il n'y aurait plus de menaces, plus de manipulations, plus de tentatives pour effacer Ellie de la vie de ses enfants. Frank l'aborda à la sortie du tribunal, son équipe juridique l'ayant abandonné pour se réorganiser. Il avait l'air d'un homme enfin libéré d'un fardeau qu'il portait depuis toujours. Il présenta ses excuses à Ellie. Il admit que c'était insuffisant, que rien de ce qu'il dirait ne pourrait compenser ce qu'elle avait enduré. Il demanda seulement une chance de connaître ses enfants, d'être un père pour eux, même s'il n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit. Ellie observa l'homme qu'elle avait jadis aimé, l'homme qui lui avait brisé le cœur par sa faiblesse. Elle ne ressentait plus ni colère, ni même déception. Elle éprouvait plutôt de la pitié. Elle dit à Frank qu'elle n'avait pas besoin de ses excuses. Elle expliqua qu'elle n'avait plus besoin de rien de lui depuis des années, mais elle reconnaissait que les enfants pourraient un jour avoir besoin de quelque chose de lui, un père, ou au moins des explications. Elle était prête à lui en donner l'occasion, mais à ses conditions. Elle déciderait quand et comment il entrerait dans leur vie. Elle les protégerait de quiconque pourrait leur faire du mal, y compris de lui. Frank accepta sans discuter. Il avait enfin compris que certains combats ne lui appartenaient pas. 2 jours plus tard, Ellie reçut un message de Victoria. La jeune femme avait quitté New York pour s'installer en Californie et recommencer à zéro. Elle remercia Ellie de lui avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard, de lui avoir montré ce qu'était la vraie force. Elle souhaitait le meilleur à Ellie et aux enfants. Ellie sourit en lisant le message. Parfois, la destruction laissait place à la renaissance. Parfois, ceux qu'on prenait pour des ennemis devenaient des alliés inattendus. Le monde était parfois étrange. Le vol de retour vers Atlanta se déroula dans le silence. Isaiah et Zoé dormaient contre son épaule, leur petit corps chaud et confiant. La ville de son passé rapetissait à travers le hublot de l'avion jusqu'à disparaître, complètement remplacée par un ciel infini et la promesse du foyer. Ellie repensa à tout ce qu'elle avait enduré. Le mariage qui avait tenté de la rabaisser, la famille qui avait cherché à l'effacer, le système qui avait failli se retourner contre elle. Elle avait tout affronté et en était ressortie non seulement indemne, mais plus forte. Elle n'avait pas voulu se venger. Elle n'avait jamais voulu détruire les Wellington, humilier Frank ou gâcher le mariage de Victoria. Elle n'avait désiré qu'une chose, se tenir au grand jour et être vue pour ce qu'elle était vraiment, une mère, une survivante, une femme qui refusait d'avoir honte d'exister. Les jumeaux s'agitèrent lorsque l'avion amorça sa descente vers Atlanta. Zoé demanda, la voix encore ensommeillée, s'ils étaient arrivés. Ellie embrassa le front de sa fille et lui dit qu'ils y étaient presque. Isaiah, toujours aussi sérieux, demanda si les méchants étaient partis. Ellie réfléchit à la question. Elle lui répondit que certains méchants ne partaient jamais vraiment, mais que cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils savaient l'un l'autre. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient forts. Ce qui comptait, c'était que personne ne puisse jamais les rabaisser, à moins qu'ils ne le permettent. Isaiah hocha la tête solennellement, accueillant cette sagesse avec le sérieux d'un philosophe de 4 ans. L'avion atterrit au coucher du soleil sur Atlanta, teintant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Ellie rassembla ses enfants, prit ses bagages et quitta l'aéroport pour s'enfoncer dans la douce soirée de Géorgie. Derrière elle, un mariage gâché, une dynastie familiale brisée et un passé qui n'avait plus aucune emprise sur elle. Devant elle, la maison. Devant elle, la paix.
Devant elle, un avenir qu'elle avait bâti de ses propres mains brique par brique, à partir des décombres de tout ce qui avait tenté de la détruire. Ellie ne se retourna pas. Il n'y avait rien derrière elle qui vaille la peine d'être vue. Elle avait déjà gagné. Merci infiniment d'avoir suivi l'histoire d'Ellie jusqu'au bout. Si son récit vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications. De nombreuses autres histoires comme celle-ci vous attendent. À bientôt et prenez soin de vous. Right there. Gun here. Wasn't worried for a second. I don't care Going if there are astral, 5 guys. of them or 50 of them. I'm gonna do the mid play. Heading to the above. You wanna do the same spot? Need that back. That should work. Fucking dude. They're like trading shorties over here. I don't hear anything. Careful, eh? Concealment. Oh, we're just gonna fucking die. Oh, Taking that back. Taking that back. Pulling them in. Welcome to my world. I can ult through this on retake. planning. 3, 2, 1. I'll handle this. Spike planted. You can spam my body. Spam my body. Like, one here. Concealment. Viper unknown. Oh, and then go. Shut down. Go. Keep up. Close to me. 100. No, she flipped me. Last Backside, player backside. standing. No. Yo, what the fuck? What the fuck is Chamber and Yoru doing? I know I give you guys a hard time, but you're better off with me keeping your Oh my butt. god, Don't please. ask. I think Yoru should have Checking stayed the in the ult situation. Right there. That'll work. until we found the Viper. I had her for fucking 100. Fucking Viper flicked on me, bro. I couldn't see her in the fucking hole. Yeah, I couldn't see her until she killed me. Let's see now. Recovering it. Make sure this Wailer doesn't die. need He's to got get ult. That's Our He's way, ulting. yeah, he's about to fucking ult. You want to play? Let's play. Viper wall. Could go window. That's mid. Two mid. Mid doors. Silver jet. Coming in out. Wait. Yeah, silver on site. Silver's back side. One enemy remaining. Nice, good run. Oh my It's god. a shame you had to die, but I don't know you're not how part the of my fucking bigger chamber stayed picture. alive that long. We did. You know the drill. Oh, You're I need to- going also, astral, I guys. might have, like, I don't want any sass about it. About he, like there. turned comms off or something and it's just like That dude, I would need to work. chill. And it's like Thanks. it's working. Here, man. Heading to the above. Wait, did you Need die? that back. Right there. Where? Did you die? It's fine, don't talk to me. Bro. Okay. I am with I was you. just trying to switch guns. We- Lost are my strong. rank back up to immortal because of thrower. No, what lucky. I don't hear anything. It's Friday. Maybe mid. You didn't let me clear main with the John. Bro, what One's is- middle, Obscuring middle. vision. Die. fuck out of here. One's mid. Revealing area. I gave up mid. So was bottom mid. I just started it. Closing main. Obscuring Over there. vision. Go, Pulling go, them go. in. Oh, two. I can One open it. enemy remaining. Last one there. 30, 40, overhealed, overhealed. I am the hunter. 80. Nice. No Good more job, to future. oppose us. We went to overtime Wait, and he that ult was said, kinda nice. yippee, more rounds, I can't troll. Match Bro, point. That's actually sucks. Let's end this. My ult right there. Need is a kinda drop. nice. Yeah, your ult was good. That should work. I can buy one. Where your Checking the situation. Wait, Recovering I it. can buy you.
He must have actually turned comms Are you off, up 'cause, like, tonight? what the fuck? I have. I don't think so. Up I go. No, we are. How are we? Yeah, technically, yeah, we are. Or makeup? I don't know. One here. Exclamation mark. Blocking vision. Record. Let's just say. Can you break that? Need that back. What is he put his trip on? Carry mid, okay? Yeah, I'll give it mid side. I'll hold it from tunnels in a second. Wait, why did my chamber put Two his here, trip two right here, there? two here. Concealment. Nowhere Middle, to middle, run! one middle, two. Chamber was middle, and so was still main. It's quiet now. Just Sova will be main. So, so is making noise. So. We're missing clove, I think. Only Clover. Dead. That's bomb. Bomb, Spike bomb. down Concealment. A. Just Has to uncovering rush. it. My Really turn. bad. Spike is A. Oh my god, what? Two. Two chamber and close. Got Close to up tap already. pulling them in. Okay. Spike planted. Right there. It's orange. I'm making noise here. Last player standing. Orange. Oh, She actually just needs to keep the deagle. Yeah, I don't know. This clove actually just needs to hold the deagle the rest of the game. Oh my god, I can't even buy spore armor now. I can. I'm going above. I don't know why my chamber peaked. About there. I'm gonna Sure. early dart B main if you wanna just be ready. Viper wall A. Could be fake. Viper's at least lurking B. A at the start. Just carry your mid for the tunnel. Insta wall. 3. Concealment. One mid. Two mid. About a mid here and Jet 101. Blocking Two, two, vision. Oh my, Left, they're right. hiding him in 70 on clove. There, out there. Two. Two more. Spike side. down B. Everyone but chamber. He just 80 uses on the mine. Sova. Spike planted. Missing Viper. Never mind. You don't know what to do. It's- Well divided. Idiots. One enemy remaining. Backside. Last player standing. What are we doing? Wow. Timber just need to kill him. Switching Overtime. sides. Why is my Willy all of a sudden calming? Like I don't understand. Dude, all of our games went to like fucking OT and we haven't won it. Like we're not. Yeah, every game besides last game. And we didn't even win our OT. Yeah, I'm down RR, so I don't know. Wait, I'm So you down because started- I'm still you're, ascendant you one. started with Oh no, I'm 7. ascendant 2. Started the. Well, it says I'm down started 6 today with right now. 7. Oh, that doesn't make sense. Unless I didn't count all the games. But... If it, oh, it doesn't count game 1. Woo! Let's start. Time to jump. Revealing area. Start Concealment. landing. Concealment. Already. Blind lights. On top. Enemy spotted. TP B. the Still Fall set. down. No more. One's One coming in one's tunnel. coming. Both chip flank and one was tunnel coming in. Planted. 40 clove over here. Backside. GG, we lost.
Last Holy shit, player what's this? standing. What are we playing? No, we lost. GG. I have yet to win a What single are we OT game. playing? You ever played Beavis, by the way? I'm gonna start. Switching Match sides. Alright. Heading to the above.